Bonjour, c'est Renaud de coursdegolf.net, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais traiter des 5 erreurs d'entraînement que je vois le plus souvent, le plus fréquemment et qui portent souvent préjudice, souvent même lourdement pendant toute une saison à de nombreux joueurs. Mais juste avant de rentrer dans ce sujet-là, j'aimerais vous présenter ce trou numéro 8. Je suis ici au golf d'Anaïta, c'est l'un des trous signature. Alors il y a d'autres trous depuis lesquels on voit la mer. C'est pas le trou d'où on a la plus grande vue comme ça sur le lagon, mais c'est un trou qui est assez magnifique, hein, dont le départ est surélevé comme ça sur le green, ce qui donne une perspective absolument magnifique. Également, n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, vous devez vous abonner à ma newsletter. D'ailleurs, l'une des erreurs que je vais aborder, c'est la méconnaissance des fondamentaux. Et bien justement, vous abonnant à ma newsletter, c'est parfaitement gratuit. Vous cliquez sur le lien qui est en haut à droite de votre écran et puis vous recevez automatiquement et gratuitement dans votre boîte email une série de vidéos qui traitent des fondamentaux si vous ne l'avez pas encore fait. Quelles sont ces 5 erreurs que je vois très souvent chez les joueurs amateurs, que vous faites forcément, que j'ai fait, que je referai encore? Et c'est pour ça que c'est intéressant de les nommer, d'en parler, de manière à ce que nous tous évitions de tomber dans ces travers que je vois trop souvent et que tous les enseignants du monde voient trop souvent chez l'ensemble des joueurs. La première des erreurs, c'est de sous-estimer les fondamentaux. Les fondamentaux au golf, j'ai l'habitude de dire qu'ils forment une chaîne. Une chaîne sur laquelle va reposer un peu toute la solidité de votre jeu. Eh bien, la solidité d'une chaîne se mesure finalement à la solidité du maillon le plus faible. Si bien que si vous avez l'habitude de travailler quelques-uns des fondamentaux très bien et que vous en oubliez un, eh bien c'est le maillon qui risque de céder. Et quand un maillon cède, c'est toute la chaîne qui casse finalement. Eh bien c'est la même chose dans la construction. Imaginons un architecte, il peut être le meilleur architecte du monde, prendre les meilleures les techniques possibles, avoir les meilleurs matériaux possibles. Si les fondations, par exemple, alors je ne m'y connais rien en construction, mais c'est l'image qui compte, si les fondations ne sont pas solides, eh bien ce qui va arriver par-dessus risque évidemment de ne pas tenir. C'est même assez garanti. On peut faire l'image avec un châssis de voiture qui serait plié. Je peux mettre les meilleurs pneus, les meilleurs freins, le meilleur moteur, etc., la meilleure carrosserie. Eh bien, à n'importe quel virage, je peux sortir de la route. C'est la même chose au golf. Les fondamentaux sont extrêmement importants et vous devez savoir d'abord les identifier, ensuite savoir les travailler et puis après savoir les vérifier régulièrement. Être certain que vos fondamentaux, même si j'ai l'habitude de dire que aucun de ces fondamentaux ne sera jamais parfaitement en place, mais il faut qu'ils soient tous à peu près correctement placés. Alors lesquels sont-ils? On les connaît. Les 4 fondamentaux statiques qui sont grip, alignement, stance, posture. Alors je ne vais pas revenir indépendamment des uns des autres dessus, mais ce sont les 4 fondamentaux statiques. Hein, le grip, position du grip. D'ailleurs, les professionnels ont des procédures à chaque coup sur lesquelles ils vont vérifier ces fondamentaux-là. Alors je vais revenir, je vais vous montrer comment ils le font et comment vous-même pourrez vérifier à chaque fois. Grip, alignement, donc vous voyez que j'ai mis une baguette par terre, enfin un club par terre, c'est une habitude que je prends justement, voilà, ça c'est très bien, ça me permet à chaque fois que je mets un coup de golf, je tape un coup de golf, on n'a pas le droit de le faire sur le parcours, mais à l'entraînement, c'est au moins la garantie que ce fondamental, qui est l'alignement, est respecté. Le stance, c'est-à-dire position de balle dans les pieds, et position des mains également, et la posture. Et ces 4 fondamentaux sont extrêmement importants. Ce sont d'ailleurs les fondamentaux que vous avez appris à votre premier cours de golf. Et je sais aussi que au bout de quelques années, on a tendance à les négliger parce qu'on se dit oui, bon, bah ça c'est. En fait, ce sont les conseils que nous donnons aux débutants. Mais non, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas parce que c'est les premiers conseils qu'on donne aux débutants que ce sont des conseils destinés aux débutants. C'est parce que ce sont les plus importants. Et toute votre vie, vous devez travailler vos fondamentaux tant statiques que dynamiques. Alors les fondamentaux dynamiques, vous les connaissez, surtout si vous êtes abonné à ma newsletter. C'est le RRRE, relâchement, rotation, rythme, équilibre. Ces 4 fondamentaux-là sont, je dirais, les fondamentaux à respecter une fois que votre swing fonctionne, bouge. Ils sont dynamiques. Donc le relâchement, on en a parlé. Ça c'est très important. Si je suis crispé, je peux vraiment passer à côté de ma partie uniquement parce que je suis tendu, c'est-à-dire que je ne laisse pas le club dans sa notion de balancier. Hein. Un balancier doit être relâché, sinon ce n'est plus un balancier, c'est quelque chose qui est bloqué. Relâchement, rotation du corps, donc il y a différentes façons de le travailler, bien sûr, il faut le travailler, mais
elle n'est pas toujours identique selon les clubs, selon les personnes, mais il faut que vous ayez une priorité absolue dans le travail de rotation, le rythme également et l'équilibre. Alors, je vous disais que les professionnels, et c'est ce que je fais moi d'ailleurs, même de manière assez instinctive, arrivent à respecter ces fondamentaux parce qu'ils ont des procédures, ils les travaillent tous les jours, leur coach les remet régulièrement dans les fondamentaux, et de manière à ce que justement chacun de ceux-là soit toujours en place. Et c'est une fois que ceux-là sont en place qu'on peut aller travailler un peu de technique ou travailler des choses un peu différentes. Alors comment est-ce que les pros travaillent, en tout cas check plutôt ces fondamentaux, incluent ça dans leur jeu juste avant chacun des coups qu'ils jouent sur le parcours? Eh bien imaginez, là je vais taper cette balle, je vais la taper, tenez. Je me mets en place. Eh bien première chose, le grip. Et je me souviens notamment de Nick Faldo qui avait cette procédure extrêmement précise ici lorsqu'il mettait les mains sur son grip. Nick Faldo, pour ceux qui ne le connaissent pas, 6 ans numéro 1 mondial. Il a gagné 6 tournois majeurs entre 92 et 98 ou 17 je pense. 92-97, c'était vraiment ces années de gloire. C'était mon idole. Hein. Donc il avait son grip comme ça qui était positionné. Grip, ensuite l'alignement. Alignement, pied droit, club en même temps. Là, on fait le stance en même temps. Hop, on vérifie l'alignement. Grip, alignement, stance et posture. Et à partir de là, vous allez voir par exemple des joueurs comme Erniels qui secouent un peu les épaules pour vérifier la qualité de l'équilibre et de la posture. Voilà. Et à partir de là, il y a le coup d'essai. Et le coup d'essai, un pas en arrière, relâchement. On vérifie encore le relâchement, main légère. La rotation, on voit souvent les joueurs ici faire un demi-backswing ou un petit waggle, ce qui entraîne le corps dans une bonne rotation tout de suite. Le rythme, coup d'essai à une vitesse très faible, comme ça, et l'équilibre, dans le finish, on se rend compte. Donc vous voyez, dans une routine de préparation comme ça, déjà on peut automatiser le check de 8 fondamentaux. Les 4 fondamentaux statiques, 4 fondamentaux dynamiques. Grip, on y va. Allez, relâchement et on y va. Un coup agréable. Donc voilà comment on peut automatiser les fondamentaux. Donc c'est la première erreur, c'est de les négliger. La deuxième erreur assez fréquente que je vois chez des joueurs, c'est de mettre trop d'importance dans la technique. Alors ça rejoint tout à fait ce que je viens de dire parce que même si les fondamentaux, ça reste de la technique, tout est technique finalement. Eh bien, de mettre trop d'importance dans la technique, ce serait par exemple de vouloir contrôler chaque moment du swing. Alors je le sais, la technique au golf est infinie. Il suffit d'ouvrir un magazine de golf, et puis si vous allez sur les magazines américains, alors là c'est encore pire, les vidéos, bon, je fais partie aussi de ceux qui nourrissent un peu le monde du golf sur YouTube, notamment de technique. Les DVD des grands champions, les DVD des coachs, etc. Bref, et puis les conseils entre copains qui disent « j'ai entendu ça, là, casse les poignets, comme ci, comme ça ». Effectivement, la technique, à un moment donné, bon, c'est fréquent, hein, on voit des joueurs comme ça, c'est pas compliqué de déterminer la technique. Je prends le meilleur joueur du monde, alors qui c'est en ce moment, je ne sais pas bien d'ailleurs, qui est le numéro 1 mondial, Jon Rahm peut-être. Bon, alors prenons Tiger Woods parce que là au moment où j'enregistre cette vidéo, il est question qu'il joue le Master, là, donc on serait tous très excités. Eh bien, il suffirait de prendre une image de Tiger Woods à différents endroits. Hop, ici, je pourrais prendre une douzaine d'images, impact, traversée, finish. Je sors ces images, je tire quelques lignes, je regarde dans quelle position est ses bras, quelle position est ses hanches, quelle position sont ses genoux, etc. Et là, je sors des principes techniques. Et effectivement, on peut faire ça comme ça. Ah, ben, tu vois, Tiger Woods, son club est là quand la main était au niveau des hanches. Là, les poignets sont cassés, on voit que le coude est à tel endroit et que le club pointe comme ci. Donc, travaille ça pendant 15 jours. Et puis après, on voit que... Mais en fait, la technique, je ne dis pas que c'est inutile, la technique. C'est bien d'avoir un élément. En ce moment, je travaille un élément technique, là, depuis quelques jours. Mais je reste que sur celui-ci. Et puis après, je changerai. Hein, là, aujourd'hui, mon seul élément technique, c'est que je fais attention à ce que la face de club soit... pas fermé, moi je suis un petit peu trop fermé comme ça dans la phase de club. J'essaie d'avoir une phase de club plus un tout petit peu plus là, c'est tout. Mais c'est le seul élément technique que je travaille en ce moment. Parce que le problème c'est que je vois beaucoup, et j'ai été comme ça pendant longtemps, beaucoup de joueurs qui veulent ici
contrôler, qui pense à une image ici, puis après encore une image ici, puis après au backswing c'est ça, et puis la transition, il faut que mon pied gauche il fasse ci avec les doigts. Mais on n'en finit plus, c'est-à-dire que là, ça n'est pas du golf. Même au practice, vous ne pouvez pas travailler comme ça. Le golf, ça reste envoyer une balle vers une cible. Ça n'est pas de contrôler votre corps à chaque instant en essayant, dans l'espoir de le faire passer par une position qui ressemble à celle d'un champion. Et d'ailleurs, et je termine là-dessus, ça fait du sens parce que si vous prenez un exemple de champion, eh bien vous verrez que son exemple à lui ne marchera pas avec d'autres. On peut comparer Matthew Wolff, par exemple, qui a une technique un peu particulière, avec un club qui part très à l'extérieur, un bas droit très décollé, et qui est totalement pas du tout dans le même schéma que Tiger Woods. On peut prendre Jim Furyk, qui est pareil, dans un style différent. On avait aussi un grand champion, certains d'entre vous le connaissez peut-être, c'est Ray Floyd, qui avait un club qui était très flat ici, alors que Tiger Woods est plutôt parfaitement dans le plan, et que Fred Couples, par exemple, est beaucoup plus au devant. Donc vous voyez, cette technique est bien souvent l'occasion pour le joueur de se crisper, de vouloir contrôler, d'être beaucoup trop sur son geste et pas assez sur la trajectoire. Donc un élément, deux éléments techniques, très bien, en plus des fondamentaux, mais ne croyez pas que vous allez construire votre swing étape par étape avec des éléments techniques compliqués. D'ailleurs, ce que nous voulons faire, c'est toujours un swing simple. Comment pourrions-nous imaginer qu'un swing simple soit la résultante d'une série de techniques compliquées? Évidemment, on sent bien que c'est pas comme ça que ça marche. La troisième erreur que je constate, eh bien, c'est que les joueurs, d'une manière générale, ne font pas assez confiance à leurs sensations. Alors, vous voyez qu'il y a une certaine logique entre le premier, deuxième, troisième point. Premier, pas assez d'importance sur les fondamentaux. Deux, peut-être un peu trop d'importance sur la technique, de vouloir contrôler chaque élément du swing après chaque élément, alors que le but, c'est quand même de faire un mouvement dynamique qui va vers la cible. Et troisième, eh bien, c'est finalement de ne pas faire assez confiance à vos sensations. Pourtant, le corps a une aptitude extraordinaire à s'auto-corriger dans à peu près toutes les situations physiques dans lesquelles nous nous retrouvons depuis que nous avons appris à marcher. Ne serait-ce que d'apprendre à marcher, c'est quelque chose de compliqué. On imagine bien que de faire ça, c'est pas quelque chose de simple. Est-ce que j'ai appris à faire ça réellement un jour? Est-ce qu'un jour on m'a expliqué qu'il fallait que la jambe gauche soit, qui fait tel poids doit connaître un déséquilibre identique de l'autre côté de son point, de son axe de maintien pour que l'équilibre soit... Non, c'est parfaitement inspiré, c'est parfaitement naturel. Quand je prends un ricochet et que je fais un mouvement vers l'eau, on se rend bien compte que ce mouvement de ricochet là, je vais le faire, tiens, que ce mouvement de ricochet ici, il est parfaitement naturel. Pourtant, il est technique. Il y a des éléments techniquement importants à respecter pour pouvoir faire un ricochet. Je n'ai jamais pensé à la technique vraiment précise de ce que je dois faire. Bien, pourquoi? Parce que mon corps est tout à fait capable d'apprendre par lui-même. Il est tout à fait capable d'estimer si un mouvement que je mets en route dans le but d'un résultat donné, mon corps est tout à fait capable d'estimer si c'est bien ou pas bien. C'est comme ça que j'ai appris à faire du vélo, du roller skate, même de la planche à roulettes. Alors pourquoi je parle de vélo, de planche à roulettes? Je vais vous donner un exemple très précis et certainement que ça vous arrive. Encore, je vais même vous dire, encore ce matin, je me suis rendu compte qu'il y a une des sensations, j'avais une petite alerte qui ne m'a pas, malheureusement pas, alerté suffisamment vite. C'est-à-dire que j'ai attendu 3 trous, j'ai fait deux vraiment mauvais coups et j'ai compris d'où ça venait. Et si j'avais, dès le trou numéro 1, si je m'étais dit, allez, écoute bien tes sensations aujourd'hui, ça ne me serait certainement pas arrivé. Et bien voilà. Pourquoi je parle de ski, de planche à roulettes ou de roller skate? Eh bien parce que là, ou de vélo même, on a une vraie crainte de chute. J'ai peur de tomber. Si je tombe à ski ou en planche à roulettes, je vais me faire mal. Donc là, il y a une inversion des priorités. La priorité n'est donc plus de faire une belle trajectoire avec ma planche à roulettes ou avec mon ski ou de faire un bon score. Ma priorité, c'est de ne pas tomber. Donc si je ne veux pas tomber, il va falloir que je fasse très attention à être vigilant à mon équilibre. Et comment est-ce que mon corps sait s'il est en équilibre ou pas? Par la sensation. Et d'ailleurs, la sensation d'équilibre est une des sensations les plus alertantes du corps, l'une des plus importantes. C'est-à-dire que la moindre sensation de déséquilibre, il y a une énorme alerte. Et normalement, le corps doit juste avoir un focus immédiat et total sur cette perte d'équilibre pour retrouver l'équilibre. Et pourtant, dites-moi si ça vous arrive d'avoir
d'avoir de temps en temps un swing comme ça. Voilà. Alors là, j'exagère un petit peu. Vous voyez bien que je perds l'équilibre. Je l'exagère un peu, mais ça peut être beaucoup plus fin que ça. C'est sûr que moi, tout à l'heure, j'ai senti... en fait, il m'a fallu 3 trous pour m'en rendre compte, quoi. Là, je sens beaucoup mieux. Au lieu d'être là, j'étais sur quelque chose qui ressemblait à ça. On sent déjà que mon corps est un petit peu coincé, pas très bien. Alors que là, je me sens beaucoup plus équilibré. Je peux soulever mon pied, etc. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que je parle de la sensation d'équilibre. On a la sensation de coordination, la sensation de club léger dans les mains, même si on pourrait dire que tout ça relève de l'équilibre, hein, puisque l'équilibre, c'est l'annulation d'une force par l'opposition d'une force opposée et équivalente. Hein, c'est ça l'équilibre, c'est qu'à un moment donné, il y a une force qui a envie de m'entraîner d'un côté, et bien on va simplement mettre une force identique de l'autre côté, de manière à ce qu'elles s'équilibrent l'une à l'autre. Hein. Et donc une sensation de légèreté dans les mains. Si je suis léger dans les mains, c'est bien qu'il y a une force quelque part à l'opposé du club qui fait que je n'ai plus de tension. On a beaucoup de sensations comme ça, mais d'une manière générale, vous la connaissez, c'est une sensation d'aisance. Je pense qu'on peut dire que la sensation d'équilibre est la plus importante, mais la sensation d'aisance d'une manière générale. Donc je vais chercher ici une sensation très agréable et surtout refuser la moindre sensation de tension, de crispation, de parasite, de déséquilibre. Ça, ce sont des sensations qui sont très marquées par le corps. Et je vois beaucoup de joueurs, quand on les voit jouer, on se rend bien compte que c'est pas agréable. Eh bien voilà, écoutez vos sensations, et plutôt que de vouloir aller sur de la technique en pensant que quand votre technique sera bonne, les sensations seront bonnes, eh bien c'est juste l'inverse. Pensez d'abord à trouver des sensations agréables, et de ces sensations agréables, vous verrez que la technique correcte découlera de ça. C'est très important ce que je viens de dire, parce que c'est comme ça que personnellement je travaille depuis des années maintenant. Et je ne le regrette pas. Allez, je vais taper une petite balle. Je ne vais pas chercher à faire le meilleur coup du monde. Tout ce que je veux, c'est faire les meilleures sensations du monde. Très bonne sensation. Une très jolie balle. J'aime beaucoup cette balle. Bien. Ça, c'était la 3e erreur. 4e erreur. Alors, 4e erreur, ça va aussi avec la sensation. C'est que d'une manière générale, quand je vois au practice, ou même sur le parcours, je vois souvent les gens vouloir taper, entre guillemets, le meilleur coup possible, imaginable. Peut-être reproduire à chaque fois le meilleur coup de leur vie. C'est-à-dire qu'on a tous l'expérience d'un coup, là j'ai un fer 7, puis je me souviens en 2012, là, sur ce trou, j'avais mis un coup de fer 7. Il était merveilleux. Oh là, j'ai mis une canne et demie de plus que d'habitude. Il était loin. Je me souviens que j'avais tapé fort. La balle était partie très loin. J'avais fait une super distance, etc. Elle était partie de droite. Voilà. Et bien souvent, ça c'est l'erreur que font les golfeurs, c'est de vouloir faire à chaque fois le meilleur coup, le plus puissant qu'ils aient jamais fait à chaque fois. Seulement, si vous faisiez à chaque fois votre meilleur coup, ce serait plus votre meilleur coup. Et puis surtout, c'est pas ça le golf. Le golf n'est pas de faire le meilleur coup le plus puissant à chaque fois. Donc d'une manière générale, on voit que les joueurs tapent beaucoup trop fort dans la balle dans le but de reproduire le meilleur coup de leur vie. Donc ne cherchez pas à faire votre meilleur coup, cherchez à faire, je dirais, un coup correct à chaque fois. Le score au golf ne découle pas de vos bons coups finalement, mais surtout de vos mauvais coups. C'est-à-dire que ce qui fait le score, c'est le nombre de points perdus. Ce n'est pas vraiment ce qu'on gagne. En gros, je vous donne un exemple. Je peux mettre un coup de drive fantastique à 260 mètres, sur un par 5 par exemple. Je peux mettre un coup d'hybride super, je suis à 30 mètres du green, puis je fais 2 grattes et 3 putts. Je ne peux pas faire de score, je vais faire double bogey, quoi. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai fait un coup extraordinaire que forcément mon score sera bon. Ça, c'est pas vrai. Alors que si je fais une balle hors limite, c'est certain que j'ai déjà perdu 2 coups. Vous voyez l'idée? Donc plutôt que de vouloir faire d'excellents coups, très longs, très puissants, il faut plutôt que vous vouliez faire des coups corrects. Juste le coup correct. C'est-à-dire que je ne veux pas remplacer le coup correct par un coup fantastique, mais ce que je veux surtout, c'est remplacer le très mauvais coup par un coup moyen. Correct. Voilà, le coup qui ne va pas hors limite, qui ne va pas tomber dans l'eau. Si elle n'est pas très bien touchée, c'est pas grave. Si elle n'est pas très longue, c'est pas très grave. Et pour ça, eh bien, il faut arrêter de taper très fort. Parce que quand on tape très fort, quand on veut taper fort, on soigne un peu l'ego. Effectivement, de temps en temps, j'ai une balle super qui va sortir. Mais on sait très bien qu'en tapant fort,
eh bien vous allez rater beaucoup de coups également. Et donc psychologiquement, je vais me rester coincé entre le coup super et le coup super raté, quoi. Alors que moi je préfère que on réduise un petit peu cet écart. Laissez tomber l'idée de faire le coup le plus puissant, le meilleur, taper fort, etc. Tapez tranquillement. Alors je ne vais pas te dire à 2 à l'heure, mais à l'entraînement, j'aime bien dire entraînez-vous à 70% de votre puissance. J'en tape une ou deux. Entraînez-vous à 70% de votre puissance et cherchez le coup moyen, le coup correct. Allez, je vais essayer de la taper doucement, tranquillement. Voilà, je ne cherche pas à taper plus fort que ça. Et déjà, bon, vous voyez bien que dans la théorie, il y a une logique à ce que je vous raconte là. Mais en réalité, ce qui va se passer aussi, c'est que vous verrez, qu'en tapant plus doucement, plus calmement, eh bien, vous allez centrer beaucoup plus souvent la balle. Et que là, vous allez enlever 30% de puissance dans votre corps, eh bien, vous allez peut-être perdre peut-être même pas du tout de puissance. Parce que ces 30% d'énergie en moins dans le corps dépensé feront que vous serez beaucoup plus souvent dans le centre du club. Et en fait, on ne remplace pas. La première source d'énergie, c'est le contact ici. Hein. Ce n'est pas la vitesse que je vais pouvoir mettre. Donc restez cool, tranquille, tapez 70%. 70%. Voilà. J'ai eu une toute petite perte d'équilibre à l'impact. Et voilà, et soyez vraiment agréablement habitués à taper ces coups tranquillement. Et c'est des coups dont vous aurez besoin. Ce sont des coups dont vous aurez besoin sur le parcours. Donc voilà pour le 4e conseil. Maintenant, le dernier conseil, et c'est peut-être finalement le plus important parce que c'est ce qui va lier les 4 précédents, c'est qu'il faut que quand vous entraîniez, vous ayez une espèce de plan d'action. Je vois beaucoup de joueurs qui arrivent au practice avec un saut, ils tapent des balles. Alors c'est assez marrant parce qu'au début, ça commence toujours pareil. Hop, ils prennent l'habitude, ils se mettent derrière. Hop, un petit coup d'essai, tout va bien. Petit coup d'essai, ils tapent une balle. Allez, je vais la taper. Tape une balle. Pas mal. Garde l'équilibre. Belle sensation d'équilibre. Et puis il recommence comme ça. Puis je vais au bout de 15 balles, alors là c'est la mitrailleuse. Et puis au bout d'un saut et demi, c'est l'énervement. J'exagère un peu, mais vous connaissez ça. En tout cas, moi je connais bien. On sait ce que c'est. Et le problème, c'est qu'en fait, on va taper un certain nombre de balles. Et bien souvent, quand je demande aux gens ce qu'ils sont en train de travailler, et je connais ça par cœur, parce que moi aussi, c'est la même chose, c'est que généralement, quand on n'a pas un plan de route, un plan de travail précis, on a tendance à travailler quelque chose rapport au coup précédent. C'est-à-dire que tiens, sur le coup d'avant, j'ai une sensation dans le poignet gauche qui était pas mal, donc je vais travailler ça. Mais sur le coup d'après, je vais sentir que j'ai perdu l'équilibre sur ma hanche gauche. Alors je dis, oui, non, mais en fait, je suis en train de travailler la hanche gauche. Bon, bref, je n'ai pas de plan de route et je ne peux pas travailler en fonction d'un feedback immédiat. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un plan de travail, de vous dire, tiens, ben voilà, sur mes 5 prochaines séances de practice, comme je sais identifier mes défauts, enfin, je sais identifier déjà les fondamentaux, par exemple. Voilà. Déjà, une séance de travail au practice où vous ne travaillerez que des fondamentaux, ce sera forcément une séance de practice réussie. Allez, je vais travailler l'équilibre, le grip et puis l'alignement, par exemple. Et je vais vraiment focus sur ces 3 éléments-là. Et puis le coup d'après, je me dis, alors le coup d'après, j'ai été un peu tendu, je vais travailler le relâchement, le grip encore, et puis la rotation, par exemple. Et savoir faire des séances à l'avance, où je sais à l'avance ce que je vais travailler. Et quitte à le noter sur un papier, d'avoir un plan de route, et de savoir qu'à l'issue de ces 5 ou 10 séances de pratique, c'est-à-dire que d'ici 5 semaines, 10 semaines, eh bien je sais que j'aurai travaillé à peu près tout et de manière équivalente. J'aurai travaillé tous les fondamentaux, j'aurai correctement travaillé mes sensations, j'aurai correctement travaillé ce point ou ce point technique parce que je sais qu'il est important, mais au moins, je ne vais pas au practice en me disant au bout de 10 semaines, ah ouais non, mais j'ai complètement oublié de travailler l'équilibre par exemple. Ah oui, j'ai perdu l'équilibre, j'y pensais pas. Mais c'est ça la vérité. Et la vérité, c'est que si vous voulez devenir un joueur régulier, enfin le plus régulier possible, eh bien il faut que cette régularité se retrouve également dans vos séances d'entraînement. Et voilà, je crois que tous ces éléments-là dont je viens de parler, allez, j'en tape une petite. Tous ces éléments dont je viens de parler, eh bien, il faut que vous
vous les suiviez et que ça vous inspire et que ça vous permette de travailler correctement lors de vos prochaines semaines, vos parties et vos séances d'entraînement. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.